La photo de la Seconde Guerre mondiale qui a tout changé dans le Pacifique. Au petit matin du 3 décembre 1942, un vol de reconnaissance quittant Henderson Field rapporta des clichés qui mettèrent mal à l'aise. À première vue, ce n'étaient que des palmiers agités par la brise, une énième photographie tropicale. Mais pour les analystes alliés, quelque chose clochait. Les ombres ne correspondaient pas au tronc, les angles trahissaient une géométrie qui n'avait rien de naturel. En scrutant à la loupe, ils finirent par discerner ce que leurs yeux refusaient d'admettre. Sous une trame savamment tendue de câbles d'acier, de palmes et de filets de camouflage se dissimulait une structure humaine longue d'environ 1800 mètres, achevée au 9/10. S'ils avaient raison, les vies de 58 000 soldats américains engagés sur Guadalcanal risquaient d'être déchirées du ciel. Ils venaient de tomber sur un terrain d'aviation caché. Les bataillons de construction japonais débarqués à Munda Point à la fin de novembre 1942 figuraient parmi les équipes d'ingénieurs les plus aguerries au monde. Ils travaillaient uniquement dans l'obscurité, transformant une plantation de cocotiers en base aérienne, tandis que les avions de reconnaissance américains tournaient au-dessus, aveugles face à la métamorphose en cours. Leur méthode était d'une ingéniosité brute. La nuit, ils désignaient un carré de palmeraies, grimpaient aux cimes, fixaient des câbles entre les couronnes, puis sciaient les troncs au ras du sol. Les palmes restaient suspendues à ce plafond de fils d'acier, pendant que des bulldozers mordaient la couche de corail en dessous. À l'aube, ils replaquaient le couvert végétal, et des travailleurs autochtones jetaient des palmes fraîches sur la terre remuée. Vue de 3000 mètres, la scène redevenait une jungle intacte. Une semaine durant, des pilotes alliés survolèrent Munda en ne voyant qu'un fouillis vert. Les Liberator et les Flying Fortress photographièrent chaque segment de côte, sans soupçonner la piste fantôme qui prenait forme. Le signal d'alarme, envoyé le 3 décembre, fit l'effet d'un électrochoc chez le commandement. Un terrain opérationnel à Munda permettrait aux chasseurs ennemis de couvrir les convois du Tokyo Express et, pire encore, d'escorter des bombardiers jusqu'à Henderson Field, puis retour. Les 58 000 combattants américains sur Guadalcanal se retrouveraient sous un pilonnage aérien quasi permanent. La réaction fut immédiate. Le 4 décembre, à l'aube, les premières missions frappèrent Munda. 9 bombardiers lourds du 11e Bombardment Group décollèrent à 6 heures, chacun avec une charge de bombes polyvalentes de 500 livres. Repérer la cible fut aisé. Le corail fraîchement raclé tranchait comme une cicatrice claire au milieu de la forêt. À 20 000 pieds, le bombardier, viseur Norton calé, lâcha sa salve, 36 engins qui jalonnèrent la bande en enfilade. On annonça des coups au but, piste détruite. En réalité, non. Le lendemain, la reconnaissance montra une image déroutante. Des plaques d'acier flambant neuves, là où l'on attendait des cratères béants. La piste semblait praticable, les abris de fortune réparés, les filets tendus de nouveau. Le 9 décembre, les raids redoublèrent. Des bombardiers de l'US Army et des SBD Dauntless des Marines plongèrent à travers une flaque irrégulière, tandis que des TBF Avenger de la Navy, partis d'Henderson, remplacèrent leurs torpilles par des bombes lourdes de 2000 livres taillées pour éventrer les pistes. Les équipages rapportèrent un champ de ruines, des dizaines d'impacts directs rien que sur la bande, des dépôts de ravitaillement en flammes, une explosion de munitions qui dressa une colonne de feu. Et pourtant, les photos suivantes confirmèrent l'amer constat. Pistes de nouveau en service, chasseurs zéro visibles dans leurs alvéoles. Jour après jour, l'aviation américaine pilonna Munda. Nuit après nuit, les équipes japonaises, renforcées par des centaines d'ouvriers coréens réquisitionnés, rebouchaient, remettaient en place, replaquaient la tôle perforée. Ils avaient stocké du remblai de corail et des plaques d'acier dans des caches disséminées sous le couvert et pouvaient remettre en état un tronçon cratérisé en 4 heures. La veille de Noël, des héros furent surpris au décollage. Plusieurs furent abattus par des Wildcats, d'autres mitraillés aux abris. Pourtant, au matin du 25 décembre, des chasseurs japonais décollèrent encore de Munda pour harceler les positions américaines sur Guadalcanal. Fin décembre, les renseignements évoquaient déjà la présence de bombardiers moyens opérant depuis la piste. Entre début décembre et le Nouvel An, de 150 à 200 tonnes d'explosifs s'étaient abattus sur un simple ruban de corail sans parvenir à le réduire au silence durablement. Constatant l'inefficacité relative des bombes face à une logistique de réparation aussi méthodique, le commandement naval chercha autre chose.
Le feu des canons. L'idée, une force de surface remonterait discrètement, frapperait en une fenêtre d'1 heure avec des centaines d'obus, puis décrocherait à toute vitesse avant que l'aviation basée à terre ne puisse fondre sur elle. Cela imposait de s'enfoncer profondément dans les eaux tenues par l'ennemi, une hardiesse jamais tentée depuis le début de la guerre. L'organisation tomba sur la table. Le contre-amiral Walden Ainsworth mènerait un détachement avec 3 croiseurs légers. Nashville, Saint-Louis et Helena, escortés par des destroyers, Fletcher et O'Bannon, tandis qu'une couverture distante de cuirassés protégerait la retraite. La synchronisation serait cruciale. Le bombardement coïnciderait avec un mouvement de troupes vers Guadalcanal au début de janvier, à la fois diversif et écran protecteur. À bord du Nashville, Ainsworth étudia les cartes avec son état-major. L'approche de Munda relevait de la navigation au scalpel. Récifs de corail, passes étroites, chenaux piégeux. 2 défis dominaient, s'approcher sans alerter, puis se trouver hors de portée de l'aviation à l'aube afin de bénéficier de la couverture aérienne amie. Le 2 janvier, lors d'une conférence tenue sur le Louisville, on arrêta le plan de tir. Chaque croiseur arroserait pendant 10 minutes en marchant à 18 nœuds sur un rail de 3 milles. Avec près de 1100 coups de 6 pouces par navire, les destroyers ajoutant leur cadence de 5 pouces. La navigation de nuit s'appuierait sur le radar et un jalon décisif. Le sous-marin Greyback, qui devait faire surface à 2 milles au nord-ouest de Bineata Point pour servir de phare vivant. Les hydravions Black Cat, équipés de radars, des Catalina de patrouille, assureraient le réglage des tirs, capables de veiller longtemps et de donner des corrections précises. La nuit du 4 au 5 janvier, la force de bombardement se détacha et remonta vers Munda dans l'obscurité la plus complète. Le ciel couvert avalait les étoiles, des grains passagers réduisaient la visibilité à presque rien. Conditions rêvées pour passer inaperçu ou pour éventrer une coque sur un récif. Dans la passerelle du Nashville, le capitaine suivait la lueur verte du SG Radar, seul fil d'Ariane au milieu des silhouettes indécises des îlots et des barrières de corail. Le sondeur battait la mesure, le navigateur marquait des points minute après minute, calant les échos sur la carte. Vers 23 heures, chaque croiseur catapulta un petit hydravion, manœuvre brève mais lumineuse, qui pouvait attirer des regards. Les avions se tinrent en arrière, prêts à signaler une force de surface ennemie. Au-dessus de Munda, les Black Cat harcelaient déjà la zone avec des bombes de 500 livres, couvrant de leurs grondements l'approche des navires. Des faisceaux de projecteurs japonais griffèrent les nuages, cherchant des avions, pas des silhouettes d'acier glissant à fleur d'eau. À 0h25, le Nashville accrocha au radar le Greyback à l'endroit convenu, 2000 au nord-ouest du cap Bineata. L'échange de signaux confirma la position. La colonne ralentit à 18 nœuds pour l'approche finale. À la renverse du cap, les nerfs se tendirent. Une rencontre fortuite avec un convoi du Tokyo Express eût suffi à tout compromettre. Des veilleurs signalèrent soudain une grande silhouette droit devant, à environ 4 à 5 000 yards. Plusieurs officiers confirmèrent. Pourtant, l'écran radar demeurait muet. Le destroyer en tête commença une embardée, ses tubes lance-torpilles prêtés. La cible semblait glisser avec eux, conservant le même aspect, comportement impossible pour un navire réel. L'ordre tomba. Ne pas lancer. Quand la première salve du Nashville illumina la nuit, l'apparition se volatilisa. Le phénomène s'éclaira. C'était leur propre ombre, projetée dans la brume par les flashs de Bush, une illusion que les Japonais eux-mêmes avaient reconnue lors de leurs tirs nocturnes sur Guadalcanal. En quelques secondes, l'effet de surprise s'envola, les gerbes de flammes trahissant la position américaine à des milles à la ronde. Le Nashville se fixa sur son gisement, 18 nœuds, distance décroissante. Les Japonais savaient désormais. 15 pièces de 6 pouces ouvrent à cadence rapide, les obus de 60 kilos hurlant dans le noir à la vitesse d'une balle. La première salve tombe loin, puis les corrections du spotter, montée de 500, pas de variation en direction, amènent le feu sur la bande. Alors, la mécanique s'enclenche. Toutes les 7 secondes, 15 impacts sculptent la piste, les aires de dispersion, les zones de carburant. De petits foyers virent à l'embrasement lorsque Saint-Louis relève Nashville, puis Helena entre à son tour, ses gerbes trouvant le cœur de la cible. Les observateurs notent d'énormes explosions sur les hauteurs, probablement des réserves de carburant. Les pièces japonaises répliquent sporadiquement, mais leur trajectoire retombe court.
Au bout d'une cinquantaine de minutes, les destroyers prennent le relais, martelant le rivage à une cadence infernale. 48 minutes, des milliers d'obus. Derrière, Munda brûle, et la colonne décroche à toute allure, fondue dans la nuit. Le matin semble promettre le répit. Au lever du jour, les navires se regroupent plus au sud, certains relâchent la posture d'alerte, l'entraînement reprend, les hydravions manœuvrent. Puis, surgissant à 12 000 pieds dans un contre-jour impitoyable, 6 bombardiers en piqué Aichi fondent en formation. Le radar les suivait, mais arrivant de la direction de Guadalcanal et masqués par la lumière, ils passent d'abord pour des appareils amis. La manœuvre japonaise est parfaite. Les piquets commencent avant que la plupart des affûts n'aient aligné une mire valable. Des gerbes encadrent un croiseur, la flaque se réveille, une bombe éventre la tourelle numéro 3 du croiseur néo-zélandais Achille, arrachant des plaques d'1 pouce d'épaisseur et tuant plusieurs hommes. La riposte américaine abat plusieurs appareils et l'attaque s'éteint aussi vite qu'elle a surgi. Mais le message est limpide. Chaque incursion dans ces eaux appelle un retour de bâton, souvent quand on s'y attend le moins. Au retour, l'euphorie des équipages qui ont vu Munda brûler se heurte à la réalité froide de la photographie aérienne. 18 heures après l'orage d'acier, des chasseurs japonais opèrent à nouveau depuis la piste. Des zones fraîchement comblées zèbrent la bande, les abris sont réarmés, les pièces anti-aériennes en batterie. 4000 obus et une traversée nocturne semée de pièges n'ont obtenu qu'une interruption éphémère. Puis, à la mi-décembre, les Japonais ont lancé l'aménagement d'un second terrain à Villa Stanmore sur l'île de Kolombangara, juste de l'autre côté du golfe de Kula, 2 bases se couvrant mutuellement, doublant la menace pour Guadalcanal. Entre la découverte de Munda et la mi-janvier, l'aviation alliée multiplie les missions, plus de 80 sorties, sans parvenir à maintenir l'arrêt durable des opérations ennemies. Le verdict stratégique s'impose. Le feu naval et les bombes causent des dégâts transitoires. L'adversaire s'est doté d'une capacité de réparation quasi réflexe. Il faudra autre chose pour éteindre durablement ces pistes. La nuit où les croiseurs Nashville, Saint-Louis et Helena arrosèrent, Munda laissa l'impression d'un succès éclatant. Le rivage s'embrasait, des foyers de carburant explosaient en gerbes, les éclats illuminaient les nuages bas. Pourtant, au petit matin, la mer changea d'humeur. La force de bombardement avait ralenti pour récupérer ses hydravions et se regrouper avec d'autres bâtiments, Honolulu, Louisville, Columbia et le croiseur néo-zélandais Achilles. Les veilleurs scrutaient un ciel lavé par la lumière quand par la direction d'Henderson Field apparut une formation à haute altitude. Les échos-radars étaient là, mais la confiance aussi. Venant de Guadalcanal, les silhouettes passaient volontiers pour des appareils amis. C'était une erreur. 6 bombardiers en piqué Aichi plongèrent presque à la verticale, profitant d'un contre-jour parfait. Les canons anti-aériens eurent à peine le temps de mordre l'air. Près d'Honolulu, 3 éclats encadrèrent le bâtiment. L'Achille, surpris, n'avait que quelques affûts de 20 mm en batterie. Une bombe éventra la tourelle numéro 3, arrachant la tôle épaisse comme une porte blindée et fauchant des hommes sur le coup. La riposte s'organisa, plusieurs appareils furent descendus, l'attaque s'évanouit en quelques minutes. Mais chacun à bord avait compris. Ces eaux rendaient systématiquement l'appareil, et toujours à l'heure où la garde se relâche. Le retour à l'arrière fut traversé d'un sentiment paradoxal. Les équipages revenaient persuadés d'avoir cloué Munda au sol, et les observateurs aériens avaient multiplié les superlatifs à la radio. Puis les clichés arrivèrent. 18 heures après l'avalanche d'obus, la piste montrait des pansements frais, zones comblées, treillis remis, pièces anti-aériennes de nouveau servies. Des chasseurs japonais opéraient déjà. Le verdict, implacable, tomba des états-majors. Les tirs de navires et les bombardements aériens n'infligeaient qu'une gêne passagère aux aérodromes. L'ennemi, surentraîné, avait stocké de quoi réparer comme on respire. Et l'orage ne s'arrêtait pas à Munda. De l'autre côté du golfe de Kula, sur l'île de Kolombangara, un second terrain, Villa Stanmore, sortait à vive allure de terre, doublant la menace en couvrant mutuellement les approches de l'un et de l'autre. Il fallut donc recommencer, en serrant davantage l'étau. Fin janvier, la force de surface remonta le slot pour gifler Villa Stanmore. Dans la nuit du 23 au 24, 2 croiseurs allégés par l'économie d'obus, mais épaulés par 4 destroyers, balayèrent plantations, dépôts et abris avec un volume de feu
qui laissait croire à une punition exemplaire. À l'aube, l'aviation de Henderson enchaîna Dauntless, Avenger et Wildcats sur leur trajectoire, 23 tonnes de bombes larguées avant 8 heures. Les batteries côtières japonaises tirèrent sans mordant, l'averse providentielle brouilla la visée ennemie et les canons anti-aériens dirigés au radar maintinrent un parapluie serré. Les comptes rendus parlaient d'un port en flammes et d'ateliers éventrés. Pourtant, le constat stratégique demeurait le même. La perturbation était réelle, la paralysie durable, non. Au cœur de cette usure, une vérité s'imposait lentement à l'état-major. Frapper plus souvent, frapper ensemble. En mars, l'amiral Aaron Tip Merrill monta une opération jumelle. Pendant qu'un détachement de destroyers devait cribler Munda, 3 croiseurs, Montpellier, Cleveland, Denver, fonceraient dans le golfe de Kula pour écraser Villa Stanmore. La nuit du 5 au 6 mars parut d'abord idéale. Ciel clair, mer docile, aucune alerte. Puis la voix du radariste de la Montpellier fendit le silence. Contact à bâbord, distance décroissante, exactement là où la carte signalait l'îlot de Sassamboki, mais trop en avant. Les échos se séparèrent, 2 unités, cap au nord, trajectoire croisée. À 0h57, le groupe verrouilla ses directeurs de tir. À 1h01, la Montpellier ouvrit le feu, la Cleveland et la Denver joignirent leurs salves de 6 pouces. La 6e bordée alluma l'arrière de la seconde cible. Presque au même instant, le destroyer Waller lâcha un éventail de torpilles. La proie, ralentie, vira dans la gerbe. L'explosion fut titanesque, un champignon de feu monta, visible à des dizaines de milles. La première destroyer japonaise se rompit et coula net. La tête de colonne ennemie tenta de fuir. Rattrapée par les obus, elle finit par s'immobiliser, brûla, puis chavira avant qu'un nouveau tir ne soit nécessaire. 10 minutes de combat, 2 destroyers au fond, aucune perte américaine. Un éclat de perfection tactique dans une campagne autrement obstinée et grise. Cette virtuosité ne trompait pourtant personne. Les Japonais avaient saisi le sens de la manœuvre et accouraient. Malgré ce succès, l'obsession des pistes demeurait entière. Entre janvier et mai, les opérations se répétèrent comme une liturgie de fer. Munda et Villa Stanmore recevaient des milliers d'obus, s'embrasaient, et dès l'aube suivante, on voyait déjà les cicatrices se refermer. Les Black Cats, ces Catalinas de patrouille bardées de radars, guidèrent les tirs, flairèrent les convois, parfois même harcelaient des bâtiments isolés. Mais l'économie générale du théâtre demeurait têtue. L'ennemi, maître du camouflage et du remblai, rétablissait l'essentiel avant que la marée ne change. Dans les mémoires d'officiers, on lit la lassitude et la lucidité. Les bombardements neutralisaient, ils ne supprimaient pas. Pour fermer ces aérodromes, il faudrait un jour ou l'autre envoyer des hommes marcher dans la boue, gravir des pentes, prendre des crêtes, en un mot, occuper. Au printemps, l'espoir d'un coup décisif venu du ciel s'était éteint. On resserra plutôt l'étau par la mer, en piégeant les routes nocturnes de ravitaillement. Des destroyers convertis en mouilleurs de mines, masqués par des rideaux de pluie et par des bombardements d'écran, s'enfoncèrent à vitesse réduite dans les chenaux qui alimentent le golfe de Kula. En quelques allers-retours précis, ils déroulèrent des guirlandes d'acier et d'explosifs sur des kilomètres. 3 lignes parallèles dans des passes obligées. Les cartes de nuit, griffonnées au crayon gras, portèrent des croix là où l'ennemi aimait filer en convoi. L'intention était simple et cruelle, laisser la mer faire le travail. Et la mer, parfois, obéissait. Dans les jours qui suivirent, certaines colonnes japonaises, trop pressées ou trop confiantes, heurtèrent ces pièges silencieux. On vit des éclats orangés au ras de l'eau, des silhouettes s'affaisser et disparaître. L'huile en nappe noire s'éparpillait sous la pluie. Mais l'ennemi apprit vite. Des dragueurs arrivèrent, des trajectoires furent modifiées, des leurres lancées. Le jeu du chat et de la souris se poursuivit, impitoyable. Presque au même moment, une nuit d'acier retentit sur Munda et Villa Stanmore. Les croiseurs ouvrirent le feu à l'unisson. 1 heure entière de tonnerre, 10 000 coups, des embrasements qui se répondaient d'une rive à l'autre. 2 minutes après le début du tir, un désastre s'abattit sur le Nashville. La tourelle numéro 3 s'illumina d'un feu blanc, l'inflammation fulgurante d'une charge propulsive transformant l'acier en brasier. Des hommes tombèrent, d'autres, hébétés, arrachèrent des plaques chauffées à blanc pour dégager leurs camarades. Le navire serra les dents et continua à tirer avec ses pièces survivantes,
refusant de rompre le rythme. Sur la côte, des dépôts de carburant prirent feu et des stockages de munitions explosèrent par salve, tandis que, plus loin au nord, les lignes de mines silencieuses attendaient la prochaine escadre ennemie, immobile, patiente. Le lendemain, l'air vibra d'un autre péril. Des appareils japonais avaient flairé la route de retraite et l'alerte se propagea jusqu'à Henderson Field. On lança la plus vaste couverture de chasse de tout le secteur depuis des mois. Plus d'une centaine d'avions, des sections entières hurlant vers les nuages gris-perle. Les héros piquèrent en meute compacte, tentant de percer la barrière par le soleil. Les combats furent brefs, hachés, féroces. L'attaque se brisa, mais les marins restèrent au poste, hagards, conscients qu'ici, chaque nuit de feu appelait un matin de représailles. Au soir, l'évaluation tombait, désabusée. Même quand l'ennemi perdait lourd, les aérodromes, eux, reprenaient vie en quelques heures. Alors la vérité finit par s'imposer. Il fallait des bottes dans la boue. Le 2 juillet, l'offensive terrestre débuta sur New Georgia. L'infanterie débarqua par plages étroites et passes mangroveuses, le sel jusqu'aux hanches, les armes au-dessus de la tête. La jungle, presque compacte, avalait le son et la lumière. Les pistes n'étaient souvent que des tunnels de fougères et de lianes, où un pas de côté menait au vide. Les Japonais avaient à préparer chaque coude, troncs empilés en blockhouse, positions masquées dans les racines buttress, champs de mines improvisés. Les mortiers ennemis, bien dissimulés, frappaient au jugé, mais avec constance. L'artillerie américaine, haletante, devait tirer en cloche, souvent réglée par des observateurs noyés sous les averses ou par un avion d'observation qui, une minute plus tard, disparaissait dans la purée de nuages. On engagea des chars légers dans l'improbable, des Stuarts en file indienne, chenilles grinçantes sur les caillebotis de tronc. Là où un tank passait, un blockhouse se taisait, écrasé sous le poids. Mais chaque avancée coûtait, les axes se bouchaient en quelques heures de pluie. Les brancardiers patinaient entre les souches, et la fièvre des marais grignotait les compagnies. À mesure que juillet avançait, les noms des positions se gravaient dans les carnets, des crêtes numérotées, des ravines sans nom, une clairière qui n'était qu'un entonnoir à balles. Les contre-attaques japonaises venaient à la nuit, sonores de sifflets et de cris, se brisant sur les champs de feu soigneusement croisés, puis décrochant dans un cliquetis de chargeurs vides. Plus au nord, des coups de main tentaient de couper les voies de renfort, notamment autour de Bairoko. Des colonnes se glissaient le long de la côte, cherchant à barrer la route aux barges et aux unités légères qui, chaque nuit, filaient à la limite du ressac. Parfois, la mer se chargeait d'arbitrer. Au large, des combats de destroyers éclataient au radar, brefs et meurtriers, tandis que, dans l'ombre des îles, des vedettes aux moteurs étouffés traquaient la silhouette d'un transport rapide. C'était une campagne en rhizome, un choc ici, un accrochage là, et partout, l'entêtement du terrain. Peu à peu, le 14e corps prit l'ascendant par la méthode et le poids. Les axes furent élargis à la scie et à l'explosif. L'artillerie de moyen calibre fut amenée plus près, les transmissions consolidées. Des bulldozers ouvrirent des bretelles sur des pentes que l'on disait imprenables. La logistique, d'abord au bord de la rupture, se stabilisa. Des dépôts avancés apparurent dans des poches de terrain solides, protégés des obus par des murs de sable et des troncs. L'aviation tactique, profitant des éclaircies, mit des bombes exactement là où les observateurs les voulaient. Et le lendemain recommença. Le 5 août, après 5 semaines d'une bataille qui semblait n'en plus finir, les défenseurs de Munda cédèrent. La piste, maintes fois lacérée et rapiécée, tomba enfin, non pas sous une pluie de bombes, mais sous la pression lente d'hommes qui avaient appris la jungle à la dure. En moins de 15 jours, des appareils alliés s'y posèrent, signe que le verrou avait sauté. Ce qui avait résisté au ciel et à la mer fléchissait devant la marche au sol. Dans les jours qui suivirent, l'attention se tourna déjà vers Kolombangara, Vella la Vella, et plus loin encore, vers Raboul, la forteresse qui, depuis le début, dictait l'allure du drame. Dans le sillage de cette victoire, une évidence stratégique se dégageait, presque triviale, mais trop longtemps ignorée. On peut brûler une base 1000 fois, on ne la neutralise vraiment qu'en l'encerclant, en coupant ses artères et en y hissant une sentinelle au petit jour. Les mines dans les passes, les tirs réglés par radar, les raids coordonnés n'étaient pas vains. Ils furent à la trame qui empêcha l'ennemi de respirer. Mais sans les patrouilles qui prennent une croupe et la tiennent, sans les sapeurs qui posent des caillebotis sous la pluie,
sans les sections qui dorment entières debout contre un talus, le lendemain ressemblait à la veille. À Munda, le lendemain fut enfin différent, parce que des bottes s'y ancrèrent et ne repartirent pas. Et c'est peut-être cela, la leçon qu'emportèrent ceux qui revinrent. La guerre moderne aime les instruments nouveaux, les écrans verts, les explosions qui font jour en pleine nuit. Mais ce sont des silhouettes couvertes de boue, des visages creusés par l'eau et le sel qui referment l'histoire. À New Georgia, tout finit comme commencent les routes solides, par un pas, puis un autre, sur le corail détrempé.